Et à présent, Mélanie, on va virer de bord et passer à toute autre chose, un sujet qui va intéresser tous ceux qui ont des enfants à la maison. Tout de suite, c'est notre dossier santé du jour. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. On vient de finir avec les jouets en plastique, on va passer à d'autres joyeuses choses avec vous. Bonjour Toubib. Bonjour. Alors Toubib, c'est votre nom de plume, hein. Vous êtes médecin et travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier français. Vous êtes aussi l'auteur de la page Facebook To Be or Not Toubib et du livre Urgence or Not Urgence aux éditions First. Alors... Et oui Mélanie, et ce livre, on peut le dire, hein, c'est presque un manuel de survie pour parents qui aimeraient éviter de finir aux urgences justement pour rien. Et justement, on va commencer par un truc qui va arriver forcément à tous les parents un jour. Mon enfant a de la fièvre. C'est quoi de la fièvre, concrètement ? De la fièvre, déjà, c'est quand la température corporelle, en fait, elle monte au-dessus de 38. Après, on peut tergiverser un peu et dire qu'entre 37,8 et 38, c'est un fébricule, donc une petite fièvre. Mais en général, ça part de 38. Et les enfants supportent moins bien, on va dire de façon empirique, de façon observationnelle, à partir de 38,5. Et vous avez déjà des parents qui viennent aux urgences pour un 37,8, ça arrive, ça on évite effectivement, parce que cela dit, il y a fièvre et fièvre. À 37,8, il y a des enfants qui vont pas bien la supporter, et puis il y a des enfants à 39 qui pètent presque la forme, franchement. Vous voulez dire qu'il y a la bonne fièvre et la mauvaise fièvre? Ça. Moi, en effet. Les miens sont très résistants à la fièvre, ça les achève pas tout de suite. Justement, c'est une des conditions, je pense, les plus importantes pour les parents à savoir, c'est que si l'enfant il supporte bien la fièvre, comme vous disiez... Moi, à 38,5, quand ça continue à sauter partout, je donne même pas de paracétamol. Voilà, non, vraiment. Exactement, et tant que la fièvre elle est bien tolérée, il n'y a aucun problème. Alors que moi j'étais de la team 37,9, au secours, il faut tout de suite donner du Doliprane, ouais. Donc c'est pas le cas, docteur. Donc à 37,9 on donne du Doliprane et à 38 on court aux urgences. Moi j'étais cette team là, mais bon c'était il y a 15 ans quand mon fils était petit et j'espère que si j'en avais eu un deuxième j'aurais été moins flippée, mais c'est sûrement Mélanie qui a raison, effectivement, il faut raison garder, non? Oui, ils souffrent, ils apprennent à souffrir. D'ailleurs dans votre bouquin vous dites que nous parents on fait souvent une fixette sur le thermomètre, mais en fait en cas de fièvre c'est vraiment surtout il faut le regarder l'enfant, c'est ça, c'est pas le thermomètre, on s'en fiche presque quelque part. Bah oui, le thermomètre il parle pas, il gigote pas, ou bien vous avez pris des choses bizarres avant de le regarder, mais l'enfant c'est hyper important de voir son comportement, en fait on appelle ça la tolérance à la fièvre. Donc alors je dis pas que votre enfant il va être en pleine forme, qu'il va sauter partout, faut pas se leurrer. Par contre c'est sûr que il faut éviter aussi qu'il soit totalement amorphe au fond de son lit, qu'il ne réponde pratiquement plus quand vous demandez d'interagir avec lui, ou quand vous voyez que voilà il devient pâle, qu'il a les lèvres bleues et qu'il a des problèmes respiratoires. C'est vraiment les trois choses qui permettent d'apprécier la tolérance de la fièvre. On appelle ça le CCR, comportement, coloration, respiration. Comportement, coloration, respiration. D'accord. Et là, effectivement, si le petit a 40 depuis 1 heure, on peut débarquer en trombe aux urgences. Elle veut vraiment venir vous voir, Julia. Je crois que... Le chiffre de la fièvre n'est pas un signe de gravité. Alors, au bout de combien de temps? Déjà, la première chose à faire pour soulager de la fièvre, comme vous le feriez, c'est de prendre un Doliprane ou n'importe quelle chose en paracétamol pour essayer de soulager. Ça fait effet en 30-40 minutes. Et après, on peut juger. Mais alors ça, c'est valable pour les enfants de plus de 3 mois, on est bien d'accord. C'est valable pour les enfants de plus de 3 mois, parce que les enfants de moins de 3 mois, et notamment ceux moins de 6 semaines, vont faire de façon plus fréquente des infections bactériennes qui peuvent être graves, notamment la méningite. Et du coup, il n'y a pas à tergiverser. Là, il fait de la fièvre depuis 1 heure. Et là, vous pouvez venir, on vous recevra. D'accord. Quelle est l'ambiance d'ailleurs en ce moment? Parlons-en, vous travaillez donc dans un service d'urgence pédiatrique. Bien sûr, le Covid est toujours là, mais il n'y a pas que ça. Ça y est, les autres virus sont de retour. Comment ça se passe en ce moment? C'est joyeux. On est tous très contents du retour de la rhinopharyngite, de l'angine, de l'otite, de la gastroentérite. On adore ça. Après, c'est très éprouvant en vrai, parce que on a une énorme vague qui se profile à l'horizon. On est qu'en septembre et on a déjà des unités pleines. Ah oui. Et il va falloir être très prudent et rappeler aux parents de ne pas baisser tout d'un coup tous les gestes barrières. Vous avez cette sensation-là, vu la masse déjà de patients aux urgences pédiatriques? C'est plus qu'une sensation, c'est une constatation en fait. On a vraiment un énorme nombre de personnes qui viennent maintenant pour les épidémies saisonnières, les épidémies traditionnelles. Alors évidemment, ce que tous les parents redoutent en cas de forte fièvre, j'y retourne, c'est que l'enfant convulse. Alors vous, les convulsions, pareil, vous dédramatisez, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut faire quand notre enfant convulse, comment il faut se comporter à la maison?
C'est assez simple. En fait, quand votre enfant convulse, vous le mettez sur le côté, en PLS, comme il dit, en position latérale de sécurité. Vous regardez votre montre ou une pendule ou ce que vous voulez pour voir à peu près quand ça débute, pour pouvoir me donner une idée du temps que ça a duré au médecin que vous allez rencontrer après. Et puis après, vous décrochez votre téléphone, vous appelez le 15 et ils vont vous orienter, envoyer des secours si besoin. Enfin, surtout si la crise se met à durer, surtout si elle dure plus de 5 minutes. Mais vous, grosso modo, vous n'avez rien à faire. Parce que c'est très effrayant, effectivement, si ça nous arrive là, on en parle de façon peut-être un peu légère, et les gens se disent, oh là là, moi si mon enfant convulse, il n'y a pas question, je file aux urgences. Mais pour nous expliquer justement finalement pourquoi un enfant va convulser, je crois que vous mettez votre costume d'électricien, expliquez-nous ce qui se passe dans le cerveau de nos petits quand ça arrive. C'est très simple en fait. La convulsion, en gros, c'est une forme de protection pour le système neuronal, pour le cerveau de votre enfant. Et le fait d'avoir ces convulsions, ça va traduire que le cerveau se met en off pour le protéger. Donc, comme un disjoncteur, quoi. Comme un disjoncteur. Vous êtes un peu électricienne, vous aussi, Julia. Et vous allez en fait avoir la sensation, par contre, que votre enfant est en train de mourir. En fait, mais c'est une sensation totalement différente de ce qui se passe. Après, bien sûr, les convulsions, dans la grande majorité des cas, méritent quand même un passage aux urgences pour qu'on puisse voir l'après, faire notre technicien et vérifier les circuits. Juste une dernière question, face à des convulsions, on ne met rien dans la bouche de l'enfant parce qu'on imagine qu'il va avaler sa langue, tout ça. Alors... Non, pitché, ça n'existe pas. On n'avale pas sa langue. En fait, si on le met sur le côté, c'est parce que si jamais il vomit, il pourrait inhaler. Et ça, c'est une chose qui peut être très grave, mais pitché, pas de cuillère, pas de spatule, pas de ce que vous voulez à l'intérieur de la bouche, et pas en plastique en plus. On n'est pas tout bib comme vous d'ailleurs, tout bib, on ne vous lâche pas encore, on va continuer dans quelques minutes à dédramatiser ensemble ces urgences médicales chez nos enfants, urgences qui, on l'a vu, peuvent nous faire paniquer parfois. Alors justement, quels sont les symptômes qu'on peut gérer seul, quels sont ceux au contraire qui devraient nous conduire directement aux urgences ou nous faire consulter? Pas de panique, on vous explique la marche à suivre sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on vous accompagne dans tous les sujets de votre vie quotidienne. Et ce matin, dans notre dossier santé, on vous évite surtout de finir aux urgences avec vos enfants pour rien. Notre guide sur ce sujet, c'est Toubib. C'est un pseudo, mais vous êtes vraiment médecin. Vous travaillez en unité pédiatrique dans un centre hospitalier et vous avez publié Urgence hors note urgence chez First. Alors on va passer à présent à un autre problème fréquent chez les enfants. Tout d'un coup, il y a des boutons partout. Alors, en réalité, il n'y a presque jamais besoin de consulter en urgence pour ça, mais expliquez-nous exactement dans quel cas ou pas on va aux urgences. C'est assez simple en fait, les boutons, il suffit d'appuyer dessus. C'est toujours pareil, hein, même chez les enfants, c'est pareil. Donc en fait, vous appuyez dessus et vous voyez si ça reste blanc sous votre doigt, dans ce cas-là, c'est pas grave. Si ça reste rouge, voire rouge vif, dans ce cas-là, il faut consulter. Et si vous n'y arrivez pas avec le doigt, comme vous le disiez tout à l'heure, on utilise un verre. C'est-à-dire, c'est un jeu à boire, ça? Non, ça pourrait être un jeu à boire, mais aux urgences pédiatriques, on évite la boisson. Bien sûr. Donc, non, le principe ici, c'est de prendre donc un verre avec un fond transparent, bien sûr, et de l'appuyer sur les taches que l'on voit au niveau de la peau. Et en appuyant un petit peu, on va voir à travers le fond du verre si, justement, comme on disait tout à l'heure, ça devient blanc ou si ça reste rouge. Si ça devient blanc, c'est rassurant. Si ça reste rouge, avec ou sans fièvre, il faut consulter. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions à toute situation. S'il y a des boutons et d'autres symptômes, en revanche, je crois qu'il faut consulter. Expliquez-nous lesquels. S'il y a des boutons et d'autres symptômes, c'est-à-dire la fièvre ou autre chose, un état général qui serait pas correct. Après, comme je vais vous dire, c'est en fait le test du verre résout tout. Parce que je dis boutons, mais je pense aussi plaques. Les parents ont très peur notamment de la méningite. Qu'est-ce qui doit faire penser éventuellement que c'est ça? On est toujours pareil. La méningite, en fait, ça va être ce qu'on appelle sur la peau un purpura fulminans, et donc ça va pas s'effatrer à vitropression. Donc avec à la pression verre, au niveau marche, du verre. Ouais. Alors après, en autre symptôme où il y aura pas de fièvre, on peut citer le fait d'avoir des grandes plaques d'urticaire. Donc c'est comme si vous aviez été frappé par des orties et l'enfant va avoir du mal à respirer, va avoir des douleurs dans le ventre intenses ou il va avoir du mal à avaler. Dans ce cas-là, c'est le 15
directement parce que ça peut être une réaction allergique, tout simplement. D'accord, alors on va passer à un autre problème de santé très fréquent. Mon petit a des vomissements, alors là aussi pas besoin de filer aux urgences directes, ça j'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous conseillez pour bien gérer ça déjà à la maison ? De prendre un seau et des vêtements de rechange en premier. Je pense que c'est bien pour tous les parents. Après, en fait, ce qu'il faut toujours savoir... De mettre savoir... du plastique aussi sur le parquet. Moi, j'ai une bâche comme pas ça. de plastique, on a dit pas de plastique. Oui, mais j'ai une bâche parce que là, le parquet avec le vomi, c'est pas possible. Donc, il faudra laver et la réutiliser après. C'est ça, exactement. Non, plus sérieusement, les vomissements, en fait, chez les parents, il faut que vous compreniez une chose, c'est que c'est un phénomène de sucre et de bon sucre et de mauvais sucre. Le mauvais sucre, ça s'appelle l'acétone. Et plus on a l'acétone dans le sang, à force de vomir, et plus on va avoir envie de vomir. C'est un cercle vicieux. Donc si vous voulez arriver à faire arrêter votre enfant de vomir, c'est pas des médicaments qu'il faut lui donner. C'est du sucre en petite quantité, petit à petit. Ma maman nous donnait du cola à l'époque. Oui, c'est pas ça, bien. Non, non. C'est un faux ami parce que ça n'hydrate pas aussi bien. Mais bon. Vous préférez quoi alors ? Un jus de fruits ? Jus de pomme, jus de fruits en général doux, ceux qui sont non gazeux, ou des compotes de fruits que vous pouvez même mettre avec un peu de sucre à l'intérieur et que vous donnez de façon très très lente pour pouvoir resucrer l'enfant lentement et arrêter les vomissements. Alors quelque chose qui arrive très très souvent, mais alors très souvent, les enfants ont mal au ventre et donc nous parents, on redoute qu'il n'ait pas envie d'aller à l'école, ça c'est possible, mais qu'il ait l'appendicite. Comment savoir ou alors éliminer justement cet éventuel diagnostic ? Ça c'est un des diagnostics les plus difficiles en médecine, l'appendicite, surtout chez l'enfant. Pour être très clair, l'appendicite, moi ce que je dans difficile la pratique, pour vous, mais alors pour nous encore pire. Il a mal de quel côté par exemple ? Je pense que ce qu'il faut se concentrer, c'est sur un seul truc, c'est que la douleur, une fois que l'appendice est enflammé, il va évoluer vers la péritonite. Donc ça va être une douleur qui va être constante. Le plus souvent, 90%, je pense, elle est à droite, en bas à droite, comme on le sait tous, mais elle va être constante, cette douleur, elle va ne faire qu'augmenter. Alors que d'autres douleurs, ça va faire le yo-yo, en fait. Il va avoir des crises, ça va faire douleur, puis après moins de douleur, plus de douleur, etc. L'appendicite, non, ça dure, quoi. S'il a mal, il a mal tout le temps. Et ça augmente, et c'est constant, jusqu'à ce que l'enfant ne puisse même plus plier la jambe. Oh là là. Donc ça, c'est un bon indicateur. On peut leur faire plier la jambe, effectivement. Voilà, pour voir si ils ont besoin de laisser la jambe dans une seule position et qu'ils ne peuvent pas la plier ou l'étendre. Dans ce cas-là, il faut consulter. Signe. Surtout si c'est côté droit, on a bien entendu. Côté droit. Alors, on va prendre un autre pépin de santé qui peut arriver un jour à notre enfant. Il se fait piquer par un insecte. Et là, pareil, ça sert à rien d'aller aux urgences pour savoir quelle bestiole l'a piqué. Ça, c'est vous qui le dites en tout cas. Alors, dites-moi pourquoi. Tout simplement parce qu'on n'est pas entomologiste. Enfin, sauf peut-être une de mes collègues qui adore essayer de deviner quelle piqûre correspond à quel insecte. Je ne suis pas certain qu'elle ait 100% de réussite. Mais on n'arrive pas à deviner comme ça. Donc, venir vous demander à nous... alors, est-ce que c'est une araignée ? Est-ce que c'est un moustique ? Je n'en sais rien. Il va dire, j'en sais rien. Alors, on reste avec sa piqûre et avec son enfant ? On reste avec sa piqûre, sauf si la plaque rouge qu'il y a autour, en fait, il y a toujours une plaque rouge, hein, ça gonfle toujours, il y a toujours une plaque rouge. On a tous eu des boutons de moustique, on le sait. Mais si cette plaque, elle s'étend de façon très importante, qu'elle devient chaude ou qu'il y a de la fièvre, dans ce cas-là, il faut consulter un médecin. Bon, les moustiques, quand même, on ne vient pas vous voir pour des piqûres de moustiques. On vient tout le temps me voir pour des piqûres de moustiques. Aux urgences, mais c'est souvent parce que les gens sont impressionnés par la réaction parfois locale, qui donne un gros œdème, qui donne des choses assez impressionnantes. Mais en général, si c'est une araignée, c'est plus grave parce que parfois on dit oh là là mon Dieu, c'est peut-être une araignée, mais au fond des araignées, en tout cas en France a priori, métropolitaine. France, voilà, c'est comme les moustiques, les moustiques tigres ici, c'est pas très courant. Mais pareil pour les araignées. Les tiques, c'est une autre histoire, mais on en a c'est une autre et c'est un autre type d'éruption qui doit alerter. C'est l'érythème migrant, en cible. Donc là, il faudra consulter. Alors ça y est, c'est l'automne et ça rime toujours avec l'arrivée des virus, on en parlait tout à l'heure, et je parle en dehors du Covid, évidemment de la bronchiolite par exemple. C'est viral et ça touche tous les petits bébés. Dans quelle situation faut-il vraiment les amener à l'hôpital ? Alors la bronchiolite, vous faites bien d'en parler parce que c'est quand même le sujet, je pense, qui va être très important cet hiver pour les parents, encore plus que le Covid. Ça a démarré là en début octobre. Parce que justement, on constate justement la réascension du VRS. C'est le virus qui cause la bronchiolite de façon majoritaire, et la bronchiolite va donner, surtout chez les plus petits, une insuffisance respiratoire. Et c'est très grave. Ça peut être très grave, ça peut mener au décès de l'enfant. Ce qu'il faut savoir sur la bronchiolite... Pour éviter ça, parce qu'on est dans une émission positive, on fait à partir de quand on consulte. C'est pour ça que j'enchaînais sur pour éviter ça, parce qu'on va essayer de les garder en vie quand même. Sûr, ça nous sera quand même plus utile.
Du coup, ce qu'il faut faire, c'est regarder la respiration de son enfant. S'il lutte, s'il tire, s'il creuse sous les côtes, dans ce cas-là, il faut consulter, surtout si la respiration elle est accélérée. Si l'enfant il n'arrive pas à manger parce qu'il est trop préoccupé par sa respiration, dans ce cas-là, il prend moins de 50% de ce qu'il prend d'habitude sur la journée, il faut consulter. Et on revient à ce qu'on avait dit au début, si son comportement est totalement amorphe, c'est-à-dire qu'il est en train de s'épuiser à force de respirer, il faut consulter. Comme quoi, tout revient toujours aussi au comportement. Très bien. Sur la bronchiolite, dans votre bouquin, vous insistez aussi sur le fait que les parents ne doivent pas s'affoler s'ils ressortent de chez le pédiatre ou le médecin pour la bronchiolite, justement, sans ordonnance pour de la kiné respiratoire. Pourquoi ? Ah là là, sujet polémique. Vous allez vous faire des amis, allez-y. Alors, en fait, la kinésithérapie n'a pas prouvé d'amélioration de la mortalité, de la durée des symptômes en hospitalier. Alors, il y a toujours des études qui sont en cours sur l'efficacité justement des séances de kinésithérapie en ville, mais de prime abord, ce n'est pas le traitement de la bronchiolite. Ça va pouvoir permettre de désengorger l'enfant de façon très très transitoire. Pour l'avoir vécu, franchement, il était mieux après une séance de kiné respiratoire, mon enfant. Ultimement, si vous amenez votre enfant aux urgences parce que votre enfant va mal pour une bronchiolite, on n'appelle pas le kinésithérapeute, on met de l'oxygène. L'oxygène est le seul traitement de la bronchiolite. Après, je ne suis pas forcément opposé aux gens qui veulent de la kinésithérapie en ville, surtout si ça leur permet une meilleure surveillance et d'être suivi par un professionnel qui va pouvoir les alerter là-dessus. Alors très rapidement, il y a les classiques de l'hiver, la rhino, l'angine. Alors on va insister là-dessus, mais vous dites non, je ne donnerai pas d'antibiotiques. Mais franchement, même s'il y a 4 jours de fièvre ? Même s'il y a 4 jours de fièvre, les critères pour les antibiotiques, c'est pas la durée de jours de fièvre. Il y a des critères très précis qui seraient beaucoup trop longs juste pour cette seule émission, mais ce n'est pas parce que vous avez plus de 4 jours de fièvre qu'il faut vous en inquiéter. Par contre, s'il y a plus de 5 jours de fièvre, il faut au moins consulter un médecin pour savoir s'il y a des examens à faire. 4, mais 5, ça tout change. Hein. Un petit mot, parce que là aussi c'est de saison et on va tous y passer par là quand on a des enfants. Le sirop anti-toussif, on s'en fout, vous dites, on s'en cogne. On s'en fout totalement, c'est un placebo. Hein. Je suis désolé de casser vos rêves. Du lait avec du miel chaud, du lait chaud avec du miel, soir, moi je donne ça marche très bien, je trouve. Voilà, et le miel après 1 an. Oui. Attention au risque de botulisme, mais en tout cas, le sirop contre la toux, c'est un total placebo. Les remèdes de grand-mère, pour ce cas-là, ça marche très bien. Allez, très bien, en tout cas pour les enfants. Merci beaucoup Toubib de nous avoir aidé ce matin à mieux identifier chez nous ce qui relève vraiment d'une urgence ou pas avec nos enfants. Et puis pour ceux qui voudraient se procurer ce guide de survie très bien fait, je rappelle votre livre Urgence hors note urgence aux éditions First. Merci encore docteur.